Jean-Luc Loubec, promoteur immobilier. Ici derrière moi, vous avez un gros projet immobilier qui va se faire à la Prairie des Filtres, directement en face de la Garonne pour offrir vraiment un cadre de vie exceptionnel aux futurs Toulousains et Toulousaines qui vont pouvoir investir le lieu. De 400 à 800 000 euros environ, c'est quand même très accessible à peu près à toutes les bourses. Rien de... Et puis surtout avec une vue sur la Garonne qui est imprenable. On va évidemment surélever les bâtiments pour les risques d'inondation. Le cadre est superbe, c'est pas cher. Du T2 au T4, globalement 45 mètres carrés à 90 mètres carrés. Il n'y aura pas de logement social. Là aujourd'hui on est sur une journée de promotion pour faire parler du projet. Il nous reste encore quelques appartements à vendre. L'opération a très bien marché. On a énormément de contacts. Sauf quelques Toulousains et Toulousaines qui sont un petit peu choqués de voir un projet immobilier de cette envergure sur la Prairie des Filtres. Effectivement, le Rieux Locaux va devoir changer d'endroit, mais bon, ça je me fais pas de soucis. Ils trouveront. Alors les arbres, bien sûr, on va en garder 2 ou 3 par là-bas, là. Bon, les arbres, regardez, vous avez un magnifique QR code. Vous pouvez le scanner, qui renvoie directement sur le site internet, et vous pouvez prendre contact avec l'agence pour acheter tout simplement. Au début, on a vu des gens venir avec un panneau et l'installer. Et on a lu ce qu'il y avait marqué, on s'est dit mais c'est pas possible. Et nous, évidemment, on s'est mis à critiquer Moudinque directement. Et après, on a vu la dégaine des gens qui installaient le panneau. On a fait mais ils ont plus un look de manifestants. Donc ça nous a un peu mis la puce à l'oreille. Ça a interrogé plein de gens qui sont passés aussi derrière nous et qui ont râlé et qui ont critiqué Moudinque aussi. Donc c'était très drôle. Le site m'a failli m'avoir. Et le site nous a eu au début parce que on scanne et on voit. Allé sur le site, Oui, on est allé sur le site et tout. Puis après on a vu, voilà, si cette annonce vous choque, venez à découvrir la vérité ici. Je pense que ça interpelle. Après, est-ce que ça pousse à l'action? Je sais pas. Est-ce que ça. Je pense que c'est nécessaire ce genre d'action parce qu'il faut ne pas oublier et il faut sensibiliser les gens. Maintenant, est-ce que ça va permettre au projet d'être évitable? Est-ce que ça va réellement permettre d'empêcher ce genre de choses de se faire? Je sais pas. C'est un premier pas. C'est un premier pas, c'est utile. Une petite zone naturelle qui va être détruite pour faire des immeubles alors qu'il y a un collectif qui avait proposé des jardins partagés, faire une ferme maraîchère, etc. Mais le maire ne veut pas. Et donc voilà, c'est une petite action pour donner des infos là-dessus. Ah oui, on y a totalement cru. On l'a vu de là-haut, là. Et en y arrivant, on l'a cru. Non, moi je me suis fait berner. Au début, j'étais juste en mode mais c'est impossible de faire ça. Et en vrai, c'est parce qu'on va tout le temps à la Prairie des Filtres et c'est un lieu qui est très sentimental pour nous. Je sais pas du tout. Vraiment, je pensais que c'était une vraie action. Je me suis dit ils vont délocaliser le Rieux Locaux déjà. Et je me suis dit c'est tellement possible parce qu'ils sont en train de tout gentrifier. Du coup, je me suis dit, même si c'est en zone inondable, ils vont bien trouver un détournement d'assurance pour loger des gens. Après, j'avais pas fait tellement gaffe au prix, mais je me suis dit, peut-être c'est une résidence de haut standing, limitée à des gens qui ont un budget assez haut. Et même, vu la localité, à côté du Pont-Neuf, à côté d'Esquirol et Saint-Cyprien, je me suis dit, c'est tellement possible les prix que ça soit aussi élevé. Je pense avec le maire qu'on a, je pense que c'est carrément possible. Oui, moi je pensais que c'était vrai, ça m'étonnerait pas de Moudinque. C'est tout le truc de. Moi je lui ai demandé c'est combien de loyer, elle m'a dit c'est plutôt pour les propriétaires, donc encore multipropriétaires qui possèdent genre des tonnes et des tonnes de logements quoi. Je crois que c'est réaliste qu'un jour, il y ait des gens qui construisent des immeubles sur la Prairie des Filtres. Oui, pour se faire de la thune, parce que ça ils vendent ça hyper cher je pense. Mais après, c'est des logements qu'il faut rester vite, ça va être des logements de vacances ou des Airbnb, quoi. Mais alors qu'il y a 46 000 logements vides à Toulouse qu'on pourrait réquisitionner et que non, en fait, on va mettre de la thune dans ça, moi ça m'étonnerait tellement pas. Là, par exemple, le Mirail, il met de la thune pour détruire des bâtiments, par contre, alors qu'il aurait pu les rénover. Non, il détruit les bâtiments et il expulse genre des centaines de familles. C'est raison. Moi, je dirais qu'il y a déjà d'autres solutions, étant donné qu'il y a quand même énormément de logements vides qui existent. Et donc il y a la réquisition des logements vides qui déjà, tu peux trouver quand même beaucoup de place, j'imagine.
J'ai pas le chiffre exact des logements, mais bon, c'est quand même très 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 important, quoi. Donc peut-être qu'avant de construire, on peut réquisitionner cela. Alors, nous, on est à côté du quartier Ampalo. On voit la gentrification qui est en train de se faire, le dégagement des populations de base au lieu de réhabiliter les anciens bâtiments qui faisaient très très vétustes et laisser la population faire un brassage. Non, je sais pas, ils ont délocalisé les 5 bâtiments qu'ils ont rasés. Mais voilà, et c'est en train de bétoniser, même si, nous on est au cœur de l'île du Ramier, ça va encore. Mais ils rasent des arbres, ils n'en plantent pas d'autres, c'est ça l'ADA. Enfin, même à Ampalo, il y a une place où ça a coûté la moitié d'1 million. Ils se sont rendus compte qu'en été, il fait chaud parce qu'il n'y a pas d'arbres. Du coup, ils ont un peu détruit la place pour mettre 2 arbres qui se sont couchés parce qu'il y avait trop de vent. Ce qu'il faut surtout, c'est que les gens, si ça les choque, des trucs comme ça, il faut que derrière on leur propose des trucs, il faut qu'on leur propose de s'organiser, il faut qu'on leur propose de se mobiliser. Et pas juste, regardez, c'est pas ouf, et puis ciao, bonne journée, quoi. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça, quoi. Il faut faire des trucs qui Alors justement, soient ça conséquents. te donne envie de t'intéresser à ce que font Extinction Rebellion et NVCOP21, qui sont les deux organismes qui font ça, là. Après, moi, je milite déjà, donc j'ai pas... T'es dans quoi ? Je suis au point levé. Là, on a fait un projet pour ouvrir des logements d'urgence aux femmes victimes de violences et aux étudiantes victimes de violences. Donc ça aussi, ça a fait plus parler de nous et tout aussi. On a été invités à la radio. Nous, c'est proposer aux gens de s'organiser, en fait, de militer. Et ça passe aussi par la sensibilisation, tu vois. Oui, mais après, si on ferait un truc comme ça, je pense pas. Non, je pense pas, mais en fait, le projet, il est intéressant parce que en fait, ça permet aussi de parler aux gens et de déjà les sensibiliser et que les choquer un peu, quoi, parce que c'est un truc qui est ultra banalisé, surtout la question des logements. Personne n'est au courant qu'il y a 46 000 logements vides en vrai à Toulouse, alors que c'est une dinguerie et qu'il y a des enfants qui vivent à la rue et qui ne sont pas relogés parce que Moudingue ne veut pas et ils préfèrent leur faire la chasse, quoi. Donc je me suis perdue sur comment on voit ce type de Nos manières d'action, nos modes d'action. Moi je trouve que c'est bien pour sensibiliser les gens. Puis après je pense qu'il faut leur proposer de s'organiser et de comment tu mènes une lutte. Que ce soit, nous à la fac on a beaucoup milité cette année contre l'austérité en faisant des rassemblements, en s'organisant en assemblée générale, avec les profs, les étudiants, etc. Tu vois. C'est difficile mais ça marche. Et en fait c'est le seul moyen qu'on peut pour les faire plier parce qu'en fait nous on a aussi le rapport de force par le nombre. On a des milliers d'étudiants à la fac au Mirail et c'est la présidence qui elle instaure, elle veut faire passer son budget en coupant 80% du budget de la fac. T'imagines, nous, on n'a pas envie d'étudier dans ces conditions-là, tu vois. Donc en fait aussi on n'a pas le choix et c'est comme ça que ça fonctionne en vrai, c'est comme ça qu'on arrive à les faire reculer, c'est comme ça qu'on arrive aussi à ouvrir des masters, à faire rembourser des frais d'inscription de 10 000 balles que des étudiants auraient été forcés de payer. Donc en fait oui ça marche. Et pour ça il faut qu'on soit nombreux à s'organiser, etc. C'est ça. Voilà. Globalement, tout le monde est outré. Globalement, tout le monde est outré. Je crois que le décor est plutôt pas mal fait parce que la blague n'arrive pas tout de suite, en fait. Les gens le prennent sérieusement de prime abord. On ne va évidemment pas construire ici à la Prairie des Filtres. Les Toulousains et Toulousaines tiennent à cet espace de fraîcheur, cet îlot de fraîcheur, cet îlot de vie aussi, toute la biodiversité que ça regroupe. Et c'est pas tellement juste pour faire une blague d'un faux projet immobilier ici sur la Prairie des Filtres. En revanche, il faut savoir qu'il y a des vrais projets immobiliers ailleurs dans Toulouse et sa périphérie, notamment au Sicoval, au Pradette et à la ZAC du Rivel qui est du côté de Montgiscard, où on a de réels projets immobiliers qui vont investir des espaces de verdure, qui sont absolument essentiels pour la biodiversité, des projets immobiliers qui ne sont même pas forcément motivés par une nécessité absolue, ce qui va directement à l'encontre des directives nationales en termes d'écologie. À l'époque, Opidea, la mairie de Blagnac, ont pris la main sur toute une zone pour construire, pour prévoir l'arrivée de populations qui soit d'une façon organisée. Donc ça s'est fait, ça a duré des années. Ça a été Andromède 1, Andromède 2, voilà. Maintenant toute cette phase-là est terminée depuis quelques années. Et depuis quelques temps, donc depuis maintenant quelques années, en effet, la mairie souhaite
poursuivre cette troisième phase avec Andromède 3 et donc continuer à construire des logements. Donc jusqu'à présent ça pouvait s'entendre, là on arrive un peu à une espèce de limite. Et là aussi il faut savoir que c'était des terres agricoles, qu'au milieu des bâtiments qui ont été construits à Andromède 2, il y a une ferme encore. Et c'est cette ferme, donc le fermier qui a vendu toutes les terres autour, en partie donc pour les constructions. Et là, ils vont donc à une dernière phase où il y avait d'autres propriétaires terriens. Et donc, il y a un moment, on se dit, mais jusqu'où on va aller, jusqu'où on va s'étendre pour finalement pour loger les gens. Et nous, on se dit, peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi. Déjà, le problème, c'est la chaleur, c'est le changement climatique, c'est l'effet de serre. Et donc, tout ça, il faut garder des espaces verts. Et il dit, on garde des espaces verts, mais on va construire sur les espaces verts existants. Donc il y a aussi une contradiction. Il y a un truc, c'est pas possible. Et là, en plus, on est à une zone Natura 2000, et donc où justement certaines espèces, comme je vous parlais de la cysticole Dijon, les espèces vulnérables peuvent arriver à retrouver des espaces qu'ils n'avaient pas avant pour pouvoir justement vivre et se développer. Et là, c'est vrai, il y a peut-être un palier qui est peut-être franchi, où les gens commencent à prendre conscience de ça et dire que c'est aussi leur environnement. C'est pas juste avoir un appartement, c'est aussi l'extérieur, c'est aussi vivre à un endroit qui est aussi agréable et c'est aussi faire survivre la planète, quoi, globalement. Au départ, ça devait être, de la façon dont ils présentent le projet, ce sont des entreprises à bas carbone, du recyclage, d'énergie verte, d'énergie renouvelable. Voilà, ils présentaient le projet comme ça, comme étant, enfin, ce serait un écoparc. Voilà. Sauf que jusqu'à présent, personne ne s'est présenté. Il n'y a rien sur cette zone pour l'instant de ce type d'entreprise ou d'industrie. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, ils ont été obligés l'année dernière de réduire à 55 hectares au lieu de 110 parce qu'ils ont levé les yeux, ils ont vu qu'il y avait une ligne à haute tension qui passait au-dessus de la zone. Ce qui fait qu'en fait, ça modifiait complètement les bâtiments qu'ils devaient construire dessus. Au départ, ça devait être des pleins pieds, mais maintenant, ça va être des bâtiments avec 1 ou 2 étages pour qu'ils puissent quand même rentrer dans leur fond, pour que le Sicoval puisse aussi rentrer dans ses fonds. À la mairie, il n'y a aucun permis de construire demandé. Aucun. On ne sait absolument pas, on ne sait absolument rien. Et le Sicoval communique très très peu là-dessus, si ce n'est toujours sur la même, la même communication très publicitaire, j'ai envie de dire. Voilà, sur le vert, l'espace vert, les énergies douces, il y avait une usine qui était pressentie à un moment là de panneaux photovoltaïques qui a fini par partir sur Fos-sur-Mer. Elle était censée créer 3000 emplois. Ils ont dit non, on prend pas ça parce que c'est pas vert, bon, blablabla. Et en fait, on vient d'apprendre, elle s'est donc installée sur Fos et elle a fait faillite. Elle fait faillite. Donc les blabla, là, le bétonnage qui est justifié par la création d'emplois, jamais on regarde du début à la fin de l'histoire. Comment ça se passe en fait, vraiment. Et là, actuellement, les surfaces à vendre vont de 2000 m² à 4 hectares. 4 hectares, c'est pas l'artisan du coin qui va venir s'y installer. C'est évident. 4 hectares, c'est énorme. C'est la porte ouverte, effectivement, aux data centers, aux plateformes, aux méthaniseurs, à ce qu'on veut, quoi. La première des choses, c'est peut-être d'inverser l'ordre des priorités. Avant de construire sur des terres qui sont vierges, dans lesquelles il y a de la nature, aux abords de grandes villes, peut-être commencer par voir à l'intérieur même des villes des endroits où l'on pourrait justement loger d'autres personnes, des friches industrielles qui peuvent être réhabilitées, ou faire ce constat-là avant, en dernier lieu peut-être, d'artificialiser les sols pour construire des bâtiments, quoi. Il ne faut pas que ça soit l'inverse, quoi. Il faut qu'on ait conscience que cette terre qui est là, et où il y a de la nature, elle a un vrai rôle à jouer, c'est une richesse, et c'est vraiment, il faut piocher là-dedans en dernier recours. Déjà, regardons déjà les logements vides, les logements vacants, les friches industrielles qui pourraient être réhabilitées, etc. Vraiment identifié des friches oui. industrielles. Oui. Sur Blagnac, oui. Il y a une architecte qui dit on pourrait, juste en réhabilitant, avoir assez de logements. Ouais. Et elle avait fait des calculs.
Donc il existe des mouvements aussi en architecture, certains architectes qui disent non, en faisant que réhabiliter, c'est possible. Le fait, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté derrière et il faut mettre des priorités. Si on se dit la priorité, c'est de ne pas construire sur les sols, de ne pas bétoniser, de laisser les sols poreux et la végétalisation, parce qu'elle a aussi d'autres fonctions, eh ben, l'objectif, c'est de trouver ça. Et quand on cherche, on peut aussi trouver. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a des logements vacants, des bureaux vides et ce genre de choses. Et donc, c'est une question aussi de volonté. Oui, oui. Et peut-être que les promoteurs qui les suivent et qui sont prêts à construire, dans notre cas, Andromède 3, ils ne sont pas prêts à réhabiliter des friches industrielles. Voilà, eux, d'avoir un terrain nu comme ça, plat, accessible, ça va être beaucoup plus simple pour construire et construire rapidement. Et après, je pense que c'est une question d'engagement, je ne sais pas lequel, qu'a dû prendre le maire et qui ne veut pas revenir en arrière. Après, c'est une question peut-être de lui-même qui ne veut pas stopper le projet et puis le reconsidérer et en effet voir s'il n'y a pas d'autres solutions qui existent. Le problème, c'est que la communication avec la mairie n'est pas forcément évidente et donc on a l'impression que c'est compliqué de se faire entendre. Voilà. Donc, et quand on leur parle, ils disent ah, c'est pas nous, si c'est la métropole, je ne peux pas faire grand-chose, c'est la métropole qui a décidé. Donc c'est très compliqué de savoir quel interlocuteur. La dernière fois, par exemple, cet hiver, ils ont tout rasé. Ils ont rasé une grande partie de la zone. Ils ont tout coupé l'herbe et coupé un certain nombre d'arbres qui commençaient à grandir. Et donc on a fait une demande. On a demandé au maire qui au départ nous a dit je sais pas, je suis pas au courant. Et donc voilà, il n'était pas au courant. Après il s'est renseigné, il dit on m'a dit que c'était pour éviter les feux, les incendies, si je me trompe pas. Hein. Et après donc on a envoyé une demande à l'autorité environnementale qui s'occupe du dossier pour dire mais pourquoi ils ont fait ça et est-ce qu'il y avait et on n'a pas eu de réponse. Il n'y a pas de discussion. Et c'est ça qui est très difficile quoi. On est un peu dans le vide et voilà. Non, ils ne remettent pas en question des décisions qu'ils ont prises il y a quelques années. Et on sent qu'alors qu'on a de plus en plus d'informations, on a de plus en plus de connaissances, à la fois de technicité, aussi des dangers du réchauffement climatique, des bénéfices de conserver des zones avec de la biodiversité aux portes des villes, mais malgré tout, ils ont du mal à l'entendre, mais ils ont du mal à l'intégrer et à dire bon mais stop, on arrête, on réfléchit notre projet. Là, il n'y a pas longtemps, on a demandé une pièce, une demande une déclaration d'utilité publique qui avait eu lieu il y a 20 ans et la préfecture nous a envoyé comme quoi il n'avait pas retrouvé la pièce et il ne savait pas où elle était. Et il y a des choses comme ça où on ne comprend pas quoi. Oui. Ça veut dire qu'on se dit mais est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'avaient et pourquoi ils ne l'ont pas et donc voilà, on doute même après en se disant est-ce qu'il ne passe pas des étapes même réglementaires. En creusant un tout petit peu le dossier, on s'aperçoit que par exemple, sur l'ensemble des hectares qui sont voués à devenir Andromède 3, où le projet nous est présenté déjà, comment il va être, etc., on s'aperçoit en fait qu'il y a des failles et il y a certains lots qui n'ont pas été achetés par qui ce soit, qui appartiennent toujours aux riverains, enfin voilà. Et donc il y a d'autres... Et ils avaient dit il y a un an, il a dit ouais on a tout et on va se lancer dedans, maintenant on a tout. Et un an et demi après on se rend compte non, qu'il y en avait deux qui n'avaient pas vendu encore. Et donc d'un coup on est finalement où on n'a même pas les informations, la population n'est même pas informée en fin de compte de choses exactes. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il y a par exemple une enquête environnementale qui est en cours depuis 3 ans, qu'on attend les résultats. Et ils nous disent, et on demande, et rien qui arrive. Et on se dit, voilà ce qu'on se dit, ils vont nous les donner juste avant l'enquête publique, un peu au dernier moment. Parce qu'on peut rien dire, parce qu'il n'y a pas l'enquête environnementale. Et si par exemple, l'enquête environnementale dit, attention, là il y a des problèmes, il y a un danger pour telle espèce, etc. Là on peut faire quelque chose, mais tant qu'on n'a pas d'infos, on ne peut rien faire. Et donc on sent qu'on se fait un peu balader. Et donc il y a un truc où justement il y a un rapport inégal quoi, aux informations, à ce genre de choses. Nous, en tout cas, on est convaincus que ce projet n'a pas lieu d'être pour plusieurs raisons. Donc, au niveau environnemental, parce que c'est une réserve de biodiversité, c'est une zone tampon avec la zone Natura 2000 qui est assez exceptionnelle, qui est fragile, qu'il faut protéger. C'est une zone dans laquelle il y a des nappes phréatiques qui sont vraiment quasiment à la surface. Donc, ce n'est pas adapté à des constructions d'immeubles comme ils veulent faire.
C'est également pas adapté parce que c'est un goulot d'étranglement dans lequel en fait ils veulent construire 4000 habitants. 4000 habitants, 1600 logements, mais ça ne va pas parce qu'en fait c'est un entonnoir, donc il n'y a qu'une issue pour aller, pour revenir. En fait, c'est pas du tout adapté. Les transports en public n'ont pas été prévus, clairement. Ça va être aux gens qui investiront avec Andromède 3 à se déplacer vers les transports en commun qui existent, mais qui sont déjà saturés, en fait. Ça va faire plus de 2500 véhicules en plus qui ne seront pas absorbés non plus. La route de Grenade, elle est déjà totalement bondée. Enfin, ce projet urbanistique, en fait, il ne tient pas debout. En fait. Il sera voué, même s'il se crée par la force, à périr ou il va être dévalué, dévalorisé, parce que c'est pas adapté, en fait. Donc d'un côté, on va détruire la biodiversité, on n'aura plus de terrain qui était une richesse, et de l'autre côté, on va mettre dedans des gens qui vivront mal, en fait, parce qu'ils n'auront pas accès aux transports en commun, ils seront loin des écoles, ils seront loin de tout. C'est une histoire assez rocambolesque avec une première plateforme qui s'installe en 1999. Ils la trouvent trop petite, ils l'abandonnent. Elle est d'ailleurs en partie encore à louer, hein. Ils ont vraiment peur de rien, sans vergogne. Il y a une partie des quais qui est en train de se déliter et ils en construisent une autre, une des plus grandes de France, à côté. Et là, l'histoire de cette plateforme, c'est que depuis sa mise en place et son inauguration, on porte plainte contre elle car elle dépasse les seuils tolérés dans l'arrêté préfectoral. C'est une ICPE, heureusement. Elle est contrainte par des textes, mais en fait, ils ne respectent pas du tout. Des études acoustiques le prouvent, une expertise juridique le prouve. On a posé 10 plaintes à l'ADREAL. L'ADREAL bouge. Elle est venue poser une mise en demeure, puis 2, puis 3, et là dernièrement, le 4 mars 2026, une 4e mise en demeure qui dit à nouveau que cette plateforme est non conforme. Et ça touche notre militantisme et notre motivation, parce que en fait sur la ZAC, ils nous promettent des choses magnifiques. Là, ils nous promettent que normalement l'industriel est conforme. Il devrait, il a été chopé en dépassement de 16,5 décibels au-dessus de la loi, de jour, de 5,5 la nuit, ça fonctionne 24 heures sur 24. Il y a des camions qui polluent tout, de Villefranche-le-Lauragais jusqu'à Toulouse, des camions avec la chaleur là qu'il fait actuellement, ça, c'est hors sol, c'est hors sol. Donc la plateforme Lidl, qui est installée à l'entrée du village de Baziège, une des plus grandes de France, irradie sur 80 magasins dans tout le Midi-Pyrénées. Et dès qu'elle a commencé à faire ses travaux, on a été en lien avec la mairie, on a été en lien avec les directeurs des plateformes parce qu'il y a un turnover énorme sur ces lieux. On a fait une conciliation en justice et puis finalement, on est parti en justice parce que voilà, rien ne servait. Au début, ils sont toujours très aimables et puis en fait, ils nous enfument, ils nous endorment, ils nous fatiguent. Bien sûr, ils veulent nous épuiser et on voit bien leur façon de faire. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Là, ils disent que de 13h à 22h, les quais sont fermés. Depuis qu'on est là, on a vu des camions passer et ils étaient installés sur les quais face à nous. Et ça stationne sur des parkings en plein cagnard, en essayant de garder la marchandise au froid quand certains quais sont fermés, mais pas tous. Bon, oui, ils mentent. Ils mentent, oui. On est en procès avec Alice Terrasse, l'avocate aussi qui se bat sur la 69. Et ça dure. On a investi plus d'argent que la société Lidl n'en a investi pour se mettre en conformité. Ouais. Vous pouvez aller sur le site et donc il y a une pétition qui est bientôt à 10 000 signatures. Donc vous pouvez y aller. Et on a aussi besoin, alors là c'est aussi parce que là on se prépare, on a commencé déjà à envoyer des lettres juridiques, mais chaque fois c'est de l'argent.
Et donc là, si on a besoin aussi de soutien, donc de soutien en pétition, on veut du soutien aussi, si quelques euros par-ci par-là, si tout le monde s'y met, on va pouvoir un peu tenir un peu le coup aussi financièrement, parce que c'est pas évident aussi, 4 ans, ils jouent aussi sur l'usure, parce que là ça fait déjà 4 ans et c'est pas évident de tenir. Maintenant, au début c'était 26, après 27, maintenant ils ont le sait que ça allait être construit à partir de 2028, donc on sent qu'il faut aussi tenir le choc dans le temps, et chaque fois c'est des courriers aussi juridiques avec des accusés de réception pour avoir des réponses, pour avoir des traces, et tout ça c'est malheureusement c'est aussi de l'argent. Il y a une cagnotte en ligne et avec le QR code quoi, on peut avoir accès et donner de l'argent. Du 23 au 25 mai, il y a ce qu'on appelle le printemps des luttes, contre spécialement l'artificialisation des sols, et c'est pour ça qu'on fait cette action-là en ce moment, dans le cadre de cette campagne. Une fois que le massacre est démarré, c'est en ça qu'il faut vraiment qu'on soit tous très en alerte. Une fois que c'est démarré, qu'ils ont bétonné quelque part, après, ça y est, c'est fini, quoi. Ils massacrent tout.